Alors, j'ai combien de temps finalement? Pareil, 20 minutes. Oui, alors j'avais prévu un exposé écrit qui est un peu long, donc je ne vais pas le faire, je vais faire autre chose. Mais enfin, quand même, ça sera un peu en rapport avec ce qui avait été écrit. Alors, juste pour faire écho à cette affaire méthode globale, méthode syllabique, en quelque sorte, ça fait penser à une chose, mais que j'avais eu envie de développer, mais que je ne le ferai pas aujourd'hui, c'est que le débat pédagogique est assez ancien. En fait, il date du XVIIe siècle, en quelque sorte, et je ne dis pas ça pour faire écho aux recherches de Denis Kambouchner, mais un débat qui avait structuré à l'époque les théories de la connaissance, qu'on appelle aujourd'hui la psychologie de la connaissance, qui était le débat entre empiristes et rationalistes. Et ce débat est revenu d'actualité d'une certaine façon, à partir du moment où les sciences cognitives, en s'appuyant sur Chomsky entre autres, ont réinjecté dans la théorie de la connaissance contemporaine des théories innéistes en réalité, c'est-à-dire présupposant qu'un certain nombre de fonctions mentales étaient déjà installées dans le cerveau de l'enfant et que pour comprendre les apprentissages, il fallait articuler ces fonctions mentales innées avec des algorithmes, c'est-à-dire des protocoles, disons, interactifs, qui impliquaient une action sur l'environnement, mais la structuration de l'apprentissage, elle était déterminée par, disons, les facultés innées déjà installées, c'est-à-dire le câblage déjà finalisé du cerveau, et puis par ailleurs des algorithmes d'investigation qui permettaient d'une certaine façon de les moduler, de les accomplir. Alors cette théorie innéiste, qui a été celle du rationaliste, elle avait été fortement combattue par... alors elle reposait très curieusement sur une théorie synthétique de l'intelligence, qu'on appelait à l'époque synthétique, par opposition à la méthode analytique, qui était, elle, au contraire, la méthode issue de l'empirisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connaissance innée dans l'esprit humain, il n'y a que des apprentissages et des acquisitions liées à l'expérimentation. L'esprit est une table rase, et l'expérimentation nous donne de l'information déjà organisée, donc complexe, et il faut l'analyser pour en tirer des éléments simples. Et donc, en fait, c'était l'analyse qui nous enseignait. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans la méthode globale, ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'on appelle méthode globale la méthode synthétique, curieusement, et on appelle la méthode, disons, syllabique, une méthode analytique. Alors, je ne pense pas que cette inversion est anecdotique. En réalité, avant que Foucault-Mbert théorise la méthode globale, c'est la psychologie pragmatique chez De Crowley qui avait théorisé la méthode globale en s'appuyant sur, donc Ovide de Crowley, en s'appuyant sur des recherches qui venaient à la fois du fonctionnalisme de Claparède et c'est-à-dire bien avant Piaget, et sur la psychologie américaine, qui était celle de William James. Et l'idée était donc que la complexité dans l'expérience était première, et elle impliquait une activité sur l'objet qui donnait lieu ensuite à des catégorisations et, disons, par l'analyse donc de ce qui était observé et l'expression à des catégorisations abstraites. Alors c'est amusant ce retournement parce que d'une certaine façon ce retournement est au cœur du débat épistémologique aujourd'hui qui sépare en fait les sciences cognitives dont d'une certaine manière l'exposé que nous avons entendu précédemment me semble être une expression assez nette, faisant écho d'ailleurs aux travaux de Stanislas Dehaene. Et par ailleurs, disons, l'abandon d'une position empirique, strictement empirique, mais entre les deux, finalement, il y avait un tiers qui a été oublié, et disons, je l'appellerais la position intentionnaliste, ou la position, pour ne pas utiliser un terme, disons, trop savant, qui fut, disons, d'une certaine manière, une position phénoménologique ou transcendantale, on peut l'appeler de trois façons, et qui n'est pas sans lien, disons, avec une théorie du sujet humain qui ne se dérive ni d'un innéisme qui donnerait lieu à une compréhension, disons, fonctionnaliste et adaptative, donc à une sorte de cartésianisme modernisé, disons, supprimant le dualisme cartésien, et par ailleurs une théorie purement empiriste où il y aurait des mécanismes d'apprentissage, mais acquis simplement, disons, par des conduites comportementales, enfin par des comportements que le milieu et la nature conditionneraient. Alors, si on a une position intentionnaliste, on ne peut pas mettre en continuité, disons, l'inné et l'acquis. Toute position intentionnaliste implique une discontinuité entre l'inné et l'acquis, qui fait que l'action intentionnelle du sujet humain sur son environnement, l'action intentionnelle du sujet humain en regard de ses propres objets, ou l'action intentionnelle du sujet humain en regard de la propre compréhension ou intuition qu'il a de lui-même,
et des possibilités qu'il a de connaître et d'agir vont probablement produire la réalité en tant que telle et ne sont pas simplement l'expression d'une organisation innée d'apprentissage qui s'adapterait progressivement. Alors, ça m'amuse beaucoup parce que quand je lis Stanislas Dehaene fait du cerveau de l'enfant un appareil probabiliste et statisticien qui répond à des lois de calcul. Hein. C'est-à-dire que finalement, les modalités d'adaptation sont des calculs statistiques d'adaptation. Donc, il y a une certaine reprise des théories du tâtonnement expérimental qui était bien antérieure. Donc, il y a une certaine continuité avec le behaviorisme qui s'exprime quand même là. C'est-à-dire que finalement, l'appareil psychique est un appareil d'adaptation qui répond à des fonctionnalités innées et qui sont modulées par les circonstances. Alors, cette épistémologie, elle est quand même particulière. Donc, elle oublie, disons, une critique qui avait été faite et aux empiristes et aux rationalistes, qui était la critique kantienne, finalement. Enfin, ça commence avec la critique kantienne. C'est-à-dire que le sujet humain n'est pas neutre dans son rapport au monde et que ce sujet n'est ni un sujet de la nature, ni un sujet de la cognition, d'une certaine manière. C'est quelque chose qui est entre les deux, qui n'est pas une substance, qui n'est pas une organisation psychique, mais qui est d'une certaine manière une intentionnalité agissante et opérante du point de vue du vouloir et du connaître, et qu'on ne peut ni la dériver intégralement, disons, de ce qu'on appellerait aujourd'hui les modalités de l'adaptation, ni la dériver intégralement de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les modalités fonctionnelles, précablées, de l'organisation du cerveau humain. Elle se situe entre les deux, alors dans une région, disons, qui est difficile à délimiter, et qui a été justement celle qu'on tentait de développer. Alors, là, il y a plusieurs héritages, disons, de cette épistémologie, qui sont l'héritage phénoménologique, que vous connaissez, mais aussi un héritage auquel moi j'attache la psychanalyse d'une certaine façon, et qu'on retrouve aussi dans d'autres courants, c'est-à-dire une vision finalement du sujet humain en discontinuité. C'est-à-dire c'est une continuité qui est en discontinuité, ou qui crée de la continuité là où il y avait de la discontinuité, par rapport disons, à une connaissance du monde et une action sur le monde qui se constituent en elles-mêmes dans le sujet humain et par le sujet humain, et non pas comme un dérivé ni de l'expérience, disons, empirique, ni comme une préconstitution qui serait déjà câblée, déjà préorganisée dans des structures innées de l'esprit ou de la connaissance. Alors ça, c'est un premier point. Il y aurait un deuxième point que je voudrais évoquer, c'est-à-dire qu'on raisonne beaucoup en matière d'éducation en base 3. En base 2, pardon. C'est-à-dire qu'il y a d'une certaine façon l'apprentissage, et puis les relations sociales. Mais Vygotsky, qui a été largement évoqué par Philippe Mérieux ce matin, raisonne en base 3, lui. C'est-à-dire que quelque chose n'est pas dans une dualité entre l'interne et l'externe. Et il y a à la fois un processus de développement interne qui n'est pas forcément extrêmement développé, c'est-à-dire qui est assez basique pour Vygotsky, qui répond à des facultés et à des capacités limitées, à des fonctionnalités qui sont universelles mais limitées. Et puis il y a par ailleurs un processus d'apprentissage qui implique une interaction avec le dehors, avec le milieu. Mais chez Vygotsky, cette interaction avec le milieu qui implique des apprentissages, elle est médiée par deux choses, effectivement, comme ça a été rappelé, les relations sociales, c'est-à-dire l'action, effectivement, de l'environnement humain, et un médiateur majeur qui vient de l'extérieur et qui est peu à peu intériorisé par l'enfant humain et qui va le constituer justement dans des capacités intellectuelles qu'il n'aurait pas sinon, qui est le langage. Mais pour Vygotsky, ce langage vient à la fois de la relation sociale, donc des interactions sociales et du dehors. Il n'est pas un opérateur interne au départ. Et c'est l'irruption du langage dans le psychisme qui, d'une certaine manière, constitue la capacité d'apprentissage chez l'enfant spécifique, à la différence du monde animal, et elle est, d'une certaine manière, toujours articulée à des relations d'enseignement. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais parler en termes d'apprentissage, il faut toujours parler en termes d'apprentissage, d'autonomie du développement sur l'apprentissage, d'autonomie de l'apprentissage sur le développement, mais aussi de l'action spécifique, disons, du travail de l'enseignant ou de l'enseignement, c'est-à-dire tout le processus d'acculturation et d'intégration, disons, de l'enfant à un univers culturel, qui est aussi affectif et relationnel, et qui n'est pas lui-même non plus déductible, d'une certaine manière, des constitutions internes de l'enfance, c'est-à-dire de l'équipement cérébral ou adaptatif hérité de l'évolution. Alors, évidemment, si on raisonne, si on tient compte de ces deux aspects, peut-être que ça permet d'ouvrir à une perspective, disons, plus dialectique, qui ne serait pas d'opposer strictement, disons, une fonctionnalité à, disons, une fonctionnalité déjà programmée
a de l'acquis, mais qui serait d'articuler sur des bases beaucoup plus complexes, où il y a des polarités qui ne sont pas unilatérales et qui ne sont pas seulement fonctionnelles, puisque l'acquisition culturelle, elle est du côté d'une certaine institutionnalisation du langage et de la relation, disons, à l'autre, qui ne découle pas simplement d'un mécanisme, par exemple, comme celui de l'attachement, au sens où il y aurait une continuité entre l'attachement chez l'animal, dans la relation à la mère, et l'attachement chez l'être humain, qui, à mon avis, procède justement aussi d'une discontinuité, c'est-à-dire non pas et discontinuité qui est produite par le langage. Alors bon, ça c'est un point de vue épistémologique que j'aurais pu développer, mais que je retrace très brièvement. Alors j'avais conçu au départ plusieurs exposés, alors donc ça c'en était impossible et voilà, je le termine. Alors je voulais aussi faire des tas d'autres remarques, parce que ça c'était un autre exposé, mais qui ont été largement abordés par Philippe Mérieux sur l'histoire des théories pédagogiques et des institutions en France. La situation pédagogique en France a ses particularités. Alors si j'ai le temps, quelques remarques sur ça. Alors, si ça a été évoqué par Philippe Mérieux, mais il faut savoir que le système français est un système scolaire très fortement inégalitaire. Ça a été rappelé avec ce qui a été rappelé de ce clivage entre des élèves de très haut niveau et des élèves, disons, très très défaillants. Et c'est quelque chose de processus qui s'est accentué ces dernières années. Bon, c'est un constat qui est partagé par les études sociales. Alors, ça, c'est un des facteurs, et ça n'est pas partout, hein, cette différence. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre effectivement nécessairement dans tous les systèmes éducatifs. Donc il y a une véritable spécificité française, mais qu'il faudrait vraiment développer. Alors, spécificité française, elle a une histoire. C'est-à-dire qu'il faut voir l'histoire institutionnelle de la pédagogie en France. Alors, il y aurait quatre façons de voir l'histoire de la pédagogie en France. Il y a l'aspect de l'évolution institutionnelle, c'est-à-dire l'histoire propre des institutions. Il y a l'aspect épistémologique que j'ai brossé un peu par rapport à ce qui peut inspirer des théories pédagogiques. Et il faut savoir que les théories pédagogiques ont été la plupart du temps inspirées depuis une cinquantaine d'années par des appareils conceptuels qui viennent du monde anglo-américain, hein, d'abord le behaviorisme, ensuite les sciences cognitives et maintenant les neurosciences, et que tout ce qu'on appelle, disons, sciences de l'éducation en France, ou psychologie de l'éducation, ou psychologie de la connaissance, opère à partir d'un travail de catégorisation et d'analyse qui n'est pas au départ à l'initiative quelque chose qui répond à un domaine culturel français, qui était plus lié durant les années 60 à la psychologie piagétienne, effectivement, comme vous l'avez rappelé, comme Philippe Mérieux l'a rappelé, mais à des appareillages, disons, extrêmement complexes, qu'on a appelé pédagogie de la maîtrise, pédagogie différenciée, pédagogie par objectif, pédagogie maintenant explicite et pédagogie de l'efficacité, qui sont disons, des épistémologies, c'est-à-dire qui sont des constructions théoriques et expérimentales qui irriguent, disons, d'une certaine manière, les politiques pédagogiques. Alors, le passage de ces appareils conceptuels et de ces orientations épistémologiques dans les orientations pédagogiques est assez complexe. En général, il se fait d'une manière assez peu claire en France, c'est-à-dire que très souvent, des hauts cadres de l'éducation nationale adoptent un certain positionnement. Alors vous avez rappelé des gens comme De Peretti, par exemple, ou Louis le Grand, mais on pourrait citer d'autres noms, vont influencer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des théoriciens, disons, de la psychologie de l'éducation, qui vont influencer les hauts cadres de l'éducation nationale, et ça va donner lieu à un discours qui se vulgarise peu à peu dans les directives et, disons, dans le milieu enseignant, hein, et qui donne très souvent des choses qui sont appliquées sans compréhension, sans qu'il y ait eu discussion sur les contextes de justification, et dans la méconnaissance la plus absolue des sources théoriques de ça. Par exemple, toute la pédagogie en France à l'école primaire aujourd'hui répond à la notion de séquentialité, mais peu de gens savent vraiment d'où elle vient. Elle est quasiment prêchée comme un modèle théorique obligatoire, en formation des enseignants, mais personne ne sait d'où vient la séquentialité. Or, la séquentialité a toute une histoire dans la psychopédagogie américaine, enfin dans la psychologie de la connaissance américaine, qui vient du behaviorisme très, très, très lointainement, qui a été transformé peu à peu. Peu à peu, il a été mentalisé. C'est un behaviorisme qui s'est peu à peu mentalisé à partir de Tolman, c'est-à-dire de la fin des années 40, avec les notions de carte mentale, etc. J'ai toujours une petite remarque incidente, c'est que
toutes les expérimentations psychologiques au XXe siècle sur les théories de la connaissance sont faites d'abord sur des rats. Hein, c'est une chose qu'il faut savoir. Alors je sais que nous sommes trop proches du rat sur le plan de l'intelligence, mais c'est toujours le rat qui est le vecteur, disons, des expérimentations, des facultés cognitives de l'être humain. Donc, alors souvent ces modèles passent dans les pratiques, mais d'une manière extrêmement un peu, je dirais pas obscurantiste, mais d'une manière extrêmement vulgarisée et vulgarisante, et on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Alors comme il n'y a pas en France une cohérence depuis Buisson, il n'y a pas eu en France une cohérence pédagogique, il n'y a pas de doctrine, disons, pédagogique dans l'institution française, elle est très discontinue. D'une certaine manière, il y a comme ça des vagues pédagogiques qui viennent, des modélisations, et elles sont appliquées de façon un peu confusionnante, en sachant que la formation des enseignants en France, depuis la fin des écoles normales en 1970, c'est ce que Denis Cambouchner rappelait, a été totalement chaotique. Il y a eu une tentative de structuration au moment de la loi Jospin, avec la mise en place des IUFM, avec un certain cahier des charges. Mais dès 2004, alors c'était 89, 91, et à peine 10 ans après, très très rapidement, dès le début des années 2000, en 2002, il y a un changement de majorité, et le nouveau gouvernement met à bas, d'une certaine façon, et défait ce qui avait été tenté d'être mis en place, disons, bon an, mal an, enfin, etc., avec toutes sortes de problèmes. Un des problèmes étant d'aligner la formation des enseignants du secondaire sur celle du primaire, en matière de réquisites pédagogiques, mais oui, c'était ça l'idée, ce qui avait fait scandale, d'ailleurs. Non, c'est bien avant, c'est bien antérieur, c'est dès la fondation des UFM, c'est dès la loi Jospin de 89, cette idée d'introduire dans le système français une culture pédagogique qui serait universelle et qui allait dans le sens de l'unification du système scolaire français qui avait été longtemps divisé. Alors, je n'entre pas dans l'histoire de ça, mais ceux qui connaissent l'histoire du système éducatif français, c'est que c'était un système qui avait deux systèmes éducatifs, un système élitiste qui reposait sur un primaire de lycée et de collège, plus après les facultés et les grandes écoles, et un primaire populaire, disons, qui n'était pas fondé sur les humanités, mais qui était plutôt technique et pratique, technico-pratique, et qui avait son propre secondaire prolongement du primaire. Et l'un menait au bac, pas l'autre. Et c'était deux systèmes différents. Et donc la culture pédagogique en France, elle était réservée d'une certaine façon, enfin d'une manière beaucoup plus insistante. Elle était quand même du côté de la formation des enseignants du primaire. Elle n'était pas une culture pédagogique à proprement parler, si on entend par pédagogie une réflexion scientifique, rationnelle, globale, sur la méthodologie et sur, disons, les limites d'une méthodologie pédagogique. Comme Philippe Mérieux l'a rappelé, la pédagogie ou Denis Cambouchner, elle est toujours prise entre science et art, et on ne peut jamais décider finalement. Toute conclusion scientifique définitive quant à un modèle pédagogique n'est pas pertinente, parce qu'il y a effectivement la relation, la dimension, disons, interactive, d'accord, et formative, si vous voulez, qui intervient toujours. C'est-à-dire que la pratique est aussi toujours un moment, effectivement, et une même méthode pédagogique peut donner lieu à des résultats satisfaisants et produire exactement l'inverse dans une situation divergente, etc. Donc il n'y a pas d'absolue, disons, définition. On ne peut pas s'assurer d'une définition définitive du caractère scientifique de la pédagogie, mais il n'en reste pas moins qu'on peut interroger les méthodes pédagogiques. Alors, il y a eu une élaboration pédagogique très forte au moment de l'école de Jules Ferry, à l'époque de Ferdinand Buisson, avec toute une équipe d'intellectuels et de savants, mais à l'époque, il y a un consensus politique autour de la formation de la jeune République, disons la jeune Troisième République, autour de cette orientation-là. Et ce consensus tiendra à peu près, bon an, mal an, malgré la guerre, malgré, etc., les remises en cause de la collaboration, il tiendra jusqu'aux années 60, 70, jusqu'à la fin des écoles normales. Et alors, depuis, il n'y a pas de doctrine pédagogique cohérente, disons, enseignée de façon, disons, consensuelle et scientifique. Ça fait 50 ans que ça dure, je ne dis pas ça pour choquer Philippe Mérieux, mais il n'y a aucun consensus sur les méthodes pédagogiques depuis 50 ans dans l'école française. Il y a une disparité extraordinaire des pratiques. Le collège unique a créé un point de fixation. Parce que le collège unique, c'est la suppression de la sélection. Or, à partir du moment où on a des publics, comme on dit, hétérogènes dans le jargon, il faut complètement modifier le fonctionnement des établissements et la manière d'enseigner. Sinon, ça ne marche pas. Or, c'est ce qui n'a pas pu se faire. C'est ce qui n'a pas pu se faire, parce que la formation du collège unique a été une réforme à minima. On n'a pas été jusqu'au bout du raisonnement, qui impliquait peut-être d'une certaine manière, je ne voudrais pas choquer Denis Cambouchner, mais une mise en continuité de l'enseignement primaire avec le premier cycle du secondaire. C'est-à-dire
dire, peut-être une rupture avec la culture des humanités, hein, de l'enseignement classique, qui était le modèle du secondaire, pour ce qu'il en était du premier cycle du secondaire. Processus qui s'est fait en Finlande très tôt, hein, puisque la Finlande avait un système élitiste comme en France, et en 1972, le gouvernement finlandais décide de changer de système éducatif, et il va mener cette politique avec un consensus général, un débat national. Alors c'est un pays à moins de 10 millions d'habitants, mais ils vont obtenir un consensus sur la transformation radicale. Et il n'y a plus de sélection avant l'âge de 16 ans. Donc c'est effectivement un choix, et on s'assure qu'il n'y ait aucun échec scolaire en deçà, etc. Mais ça a été un choix politique et social qui a été discuté. Alors en France, il n'y a aucun consensus pour plusieurs raisons. Alors, je n'ai pas le temps de développer, bien sûr, mais il n'y a ni consensus sur les processus de justification, ni consensus sur les processus de décision. Et beaucoup des acteurs ne sont pas associés en réalité. Par exemple, les enseignants en France sont consultés à travers des organisations représentatives, mais ils ne sont pas vraiment associés à l'expertise par rapport aux mesures pédagogiques adoptées, qui sont souvent décidées par le cabinet du ministre, son équipe, et donc selon ses choix épistémologiques et politiques. Hein, il faut savoir que, par exemple, l'état-major gaulliste des années 60 était pour les méthodes actives, hein, pas du tout contraire aux méthodes Freinet. Au contraire, ils s'en inspiraient dans la politique de mise en place des nouveaux collèges dans les années 60. Alors que si vous prenez aujourd'hui, par exemple, la situation politique avec Jean-Michel Blanquer et son appui sur les neurosciences systématiques, hors de tout autre modèle, eh bien, on voit bien qu'il y a des choix politiques qui sont liés aux choix épistémologiques et méthodologiques, et donc aux choix institutionnels. Alors, il y a là une complexité qui, en France... je termine. Tu veux que je termine ? Non, 3 minutes. Oui, il y a là en France une complexité qui est le caractère non consensuel des politiques adoptées. Pardon, c'est... Non, ça y est. Et il y a en France un caractère non consensuel des politiques adoptées, une coupure qui a été voulue d'ailleurs par certains courants politiques en France, quand il s'est agi par exemple de donner une formation scientifique universitaire aux enseignants du primaire, après 68, où la question des écoles normales était dépassée. Eh bien, il y a eu beaucoup de forces sociales et politiques qui ne le voulaient pas en France, qui ne voulaient pas, et qui ont fait obstacle à la mise en place donc d'un système de formation des enseignants du primaire qui serait un petit peu conséquent. Alors, si on prend au sérieux l'enfance, les problèmes d'apprentissage, les problèmes de cognition, les problèmes des méthodes, les problèmes de psychologie de l'éducation, les problèmes psychopathologiques de l'enfance, si on prend tout ça au sérieux, si on veut vraiment en plus faire de la didactique, je vous donne un exemple. J'ai eu deux étudiantes qui avaient fait leur master d'enseignement primaire à Toulouse. Elles n'étaient pas ensemble, hein. D'accord, elles l'avaient obtenu, je les ai rencontrées. Pendant les 2 années de leur formation, je leur ai demandé si elles avaient été initiées au problème des méthodes d'acquisition de la lecture. D'accord ? Alors, ni l'une ni l'autre ne m'ont dit qu'elles avaient eu le moindre recours sur ça. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que la formation des enseignants actuellement, c'est ça. Les cours de l'enseignement de psychologie de l'enfant, c'est réduit à quelques séances, c'est ridicule. L'introduction, si on voulait le faire, d'une dispute ou d'une discussion scientifique sur les apports des neurosciences, en considérant qu'il y en a, parce que moi je suis prêt à mener la discussion, mais bon, etc., n'est pas possible, parce qu'il n'y a ni le temps matériel, ni les formateurs, ni les dispositifs pour le faire. Ce fait qu'on est dans une situation d'incurie qui est assez, tu l'as rappelé, Denis, qui est assez typique de la cité française, où dans la plupart des pays industriels comparables aux nôtres, la formation des enseignants, c'est 5 années, ça commence en première année d'université, il y a une formation aux disciplines, ensuite il y a une formation, disons, psychopédagogique, ensuite il y a une formation professionnelle, mais il y a au moins les 3 étapes. En France, c'est tout ça en 2 ans, etc. Il y a une sorte de package. Alors, donc tout ça est ridicule d'une certaine manière et désastreux, parce qu'on ne prend pas le temps de former les enseignants en France du primaire. Alors, ce qui a été évoqué aussi avec la question de l'inclusion par Philippe Mérieux, il n'y a aucune formation sérieuse à la psychopathologie ou à la psychologie un peu clinique des enseignants qui sont confrontés à des cas pathologiques lourds et qui doivent se débrouiller avec des situations qu'ils ne peuvent pas gérer. J'en ai moi-même fait l'expérience, et c'est invraisemblable. Et quand il téléphone au psychologue scolaire, eh bien, il y a le secret professionnel, ce qui fait que le psychologue scolaire, en général, soit il n'a rien à dire, soit il ne dit rien, et donc, d'une certaine façon, voilà. Pour l'enseignant, c'est pas terrible. Voilà. Alors, laisse-moi conclure, juste par un mot. Bon, j'ai fait un exposé un peu désordonné, mais qui est pas du tout ce que je voulais dire. Alors, il faudrait... Non, pas du tout ce que j'aurais pu développer, d'accord, mais bon, on est quand même dans un certain nombre de difficultés en France qui sont très spécifiques, et je le mentionne. Alors, il y a à la fois le poids
disons, du nouveau paradigme des neurosciences quand même que vous nous avez présenté, qui est quand même, moi j'appelle ça un paradigme. Pour moi, c'est pas la nature, c'est un modèle épistémologique qui s'est imposé, hein, qui a une histoire scientifique et avec lequel on peut discuter, hein, et dont c'est une gamme de questions que je voulais développer. Moi, je me demande toujours qu'apportent les neurosciences. J'ai lu, par exemple, le livre de Stanislas Dehaene, hein, il parle de l'attention. Mais enfin, l'attention, c'est pas un problème. La phénoménologie a travaillé déjà sur la notion de l'attention depuis longtemps. La question de l'activité guidée, mais enfin, Montessori, elle a travaillé là-dessus depuis, etc., très longtemps. Si l'on parle des fonctions exécutives, alors, puisque vous avez les fonctions de contrôle, bon, alors, peut-être il y a une spécificité d'analyse ou de modélisation des fonctions exécutives, mais en fait, l'attention, la mémoire, le contrôle de l'activité, ça fait longtemps que la pédagogie, et disons, et que les enseignants et les psychopédagogues travaillent sur ces choses-là, et on en dérivé des pratiques qui ne sont pas forcément modélisées selon les normes de l'analyse des fonctionnements neuronaux, d'accord, mais qui existent, si vous voulez, dans des traditions, disons, qui ont été théorisées, même mises en œuvre. Donc il y a quand même, tout n'est pas nouveau, disons. Il y a effectivement, et alors, d'une certaine manière, on a l'impression que aujourd'hui, il y a un nouveau modèle, disons, qui est issu des neurosciences et donc de la cybernétique, en un certain sens. Pour moi, la cybernétique, c'est une philosophie qui est à l'origine des neurosciences et des sciences cognitives, et on connaît peu sa conception. Enfin, McCulloch et Pitts ont commencé bien avant Dehaene, hein, enfin d'avant Jean-Pierre Changeux, à formaliser les circuits neuronaux. Hein. On était dans les années 50, et ils en ont tiré une certaine théorie du cerveau et de l'intelligence et de l'adaptation, avec laquelle on peut avoir de nombreux désaccords pour des raisons philosophiques et aussi pédagogiques. Bon, voilà, alors je m'arrête là. Merci beaucoup, et ce qui a été dit.